Vous avez été plusieurs à vouloir poser vos questions au CEO de Swissborg et donc dans cette interview avec les deux cofondateurs, Cyrus et Anthony, il y aura non seulement mes questions mais aussi les vôtres. C'est parti. Juste avant l'interview, si vous n'avez pas encore de compte Swissborg et que vous voulez tester l'application, en cliquant sur mon lien d'affiliation qui est en commentaire épinglé et que vous déposez au moins 50 €, vous pouvez gagner entre 1 et 100 € en bonus. Souvent, c'est entre 5 et 10 €. Salut à tous, bienvenue sur CoinStation. Donc, je suis actuellement avec Cyrus Fazel et Anthony Le Soimier, qui sont les deux cofondateurs de Swissborg. Donc déjà, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi, ce soir. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui êtes-vous, juste en tant qu'individu? Plaisir, je m'appelle Cyrus Fazel, je suis d'origine iranienne et suisse. J'ai fait une partie de ma vie aux États-Unis, en France et puis en Suisse dernièrement depuis 15 ans. Puis mon but a toujours été un peu de rechercher où se trouve la valeur et comment en fait capturer cette valeur et la créer avec une communauté qui soit bien soudée pour avoir un avenir un peu meilleur. Cool, donc moi mon nom c'est, comme tu le disais, Anthony Le Soimier, donc je suis cofondeur chez Swissborg, je m'occupe du produit et de l'investissement. et voilà, donc on a créé Swissborg en 2017 avec Sai. C'est parti la même chose que ça, une discussion sur un canapé. Je pense qu'on est deux idéalistes. Il y a beaucoup de choses qu'on voit du monde et on veut le changer, mais de façon positive, tu vois, pas forcément être dans l'opposition. Et c'est ce qu'on a kiffé dans la crypto. Et voilà, moi, ce qui m'anime, c'est permettre aux gens de vraiment d'accéder à leur maximum potentiel. Et je pense que la crypto nous donne beaucoup d'inspiration et de raisons de croire. Et c'est dans un monde comme aujourd'hui, c'est important. Ok, merci. Donc, première question, est-ce que pour ceux, il y en a beaucoup qui connaissent déjà Swissborg, notamment dans la communauté française, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez expliquer en une seule phrase ce qu'est Swissborg? Ok, donc si je dois expliquer Swissborg vraiment simplement, ce que tu vois aujourd'hui, c'est un ensemble d'échanges. Donc eux, ils fabriquent un peu le layer 0, un peu comme les protocoles, qui donnent accès au marché. Et Swissborg, c'est le layer du dessus, qui va permettre d'assembler des produits, de simplifier la vie. Moi, je vais investir dans la crypto, j'ai une vision, par exemple, je crois au métaverse, comment je fais? Je vais sur CoinMarketCap, j'ai plein de cryptos, hop, je viens chez Swissborg et en un clic, j'ai un truc pro, j'ai un truc qui me permet de moins me soucier de la partie investissement et plus expérience. Et donc vraiment, Swissborg, c'est un layer de simplification de l'investissement qui donne aussi plus de profondeur, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans le crypto-casino. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de changer. À toi. Bon, ouais, du coup, on est une sorte de gestion de patrimoine 3.0, où on essaie vraiment d'éduquer, on essaie aussi de rendre l'investissement plus ludique, le rendre le plus transparent possible et le rendre surtout le plus facile et plus safe. C'est vraiment une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est la simplicité, côté ludique, mais aussi le côté vraiment où on n'a pas peur que justement on devienne le prochain FTX ou le prochain Celsius et ainsi de suite. Ouais. Merci. Ma deuxième question, donc c'est une question de la communauté, c'est Anissou92. Peux-tu expliquer la différence entre un exchange classique comme Binance, Crypto.com, Kraken et Swissborg? J'avais déjà répondu un petit peu, mais bon. Ouais, je pense que c'est peut-être bon sur la question, je pense que les gens ont dû comprendre ça. Donc voilà, Anissou92, si jamais c'est pas clair, tu peux commenter. Ensuite, une autre question de la communauté, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Stock, et il demande, allez-vous finir comme FTX? Ça, c'est une super question, mais en fait, si tu veux, regarde, je vais répondre de façon la plus transparente de ce que je peux. Si je te dis oui ou non, tu vas me croire ou pas me croire, et on voit c'est extrêmement dur de se faire un avis. Ce que je dis souvent, c'est tu peux rater une due diligence, c'est-à-dire que tu peux analyser un truc et avoir tort. En tant que business, tu peux pas fail le test du temps et des market cycles, donc des cycles de marché. Aujourd'hui, Swissborg, on existe depuis en fait réellement 6 ans. On célèbre le 5 ans de notre ICO anniversary, mais bien évidemment, avant d'arriver à l'ICO, on a build. Et on a fait 2 bear markets, et ça fait 6 ans qu'on existe. FTX, en fait, ils ont été créés vraiment en 2020, tu vois. Donc, eux, ils ont pris toute la hausse de 2020-2022, et dans le down, voilà, tu vois, on voit ce qu'il en est. Donc nous, Swissborg, ça fait déjà 2 market cycles up and down qu'on vit. Donc pour moi, c'est vraiment le témoignage en fait de notre sérieux et notre capacité à prendre les waves. Ouais, et puis je pense que le mindset d'être trader et investisseur, c'est toujours très différent. Et en fait, la Suisse, on a
je veux pas dire, mais la Suisse a une des, je pense, cultures d'investissement la plus vieille qui soit dans le wealth management. Si vous allez avoir les meilleurs traders du monde, vous allez probablement les avoir aux États-Unis, vous allez probablement les avoir en fait en Hong Kong, au Japon. Mais en fait, la culture qu'il y a derrière en Suisse, c'est toujours en fait d'accumuler sa fortune, son patrimoine, mais c'est jamais trop perdre. Et c'est vraiment comme ça en fait qu'on arrive à avoir une expérience qui est agréable. Et c'est pour ça que Swissborg a toujours essayé de filtrer, à comprendre comment investir et non pas traiter à tout prix avec du levier et offrir en fait plein de véhicules d'investissement qui sont très très risqués en fait. On préfère dans les bons moments pas offrir les trucs trop dangereux pour permettre à faire du yield à 50%, pour ensuite quand on arrive dans un bear market, ce yield à 50% fait que tu deviens un Celsius et Celsius aujourd'hui fait perdre à peu près entre 60 et 80% de tout le capital de tous les investisseurs derrière. Et FTX, on va probablement être sur un scénario pire. Donc, c'est ça qui est très important dans la gestion de patrimoine de fortune, c'est de comprendre où on investit, comprendre le risque, comprendre la liquidité, et derrière, en fait, faire des gains, capturer un peu ces gains, et dès qu'il y a un renversement de marché, au lieu de blow up, exploser, c'est au contraire d'être assez prudent, avoir gardé du cash pour racheter le marché, faire du discount cash flow, discount CDCA, on dit discount. Ouais, de moyenner. La moyenne à la baisse, ouais. Voilà. Dollar cost averaging. Euro cost averaging. Ok, très clair. Ouais, donc plutôt un esprit assez safe de vouloir être relativement patient et de pas essayer d'absolument capturer le plus de valeur et puis finalement de s'écrouler, quoi. Ouais. Une bonne anecdote, c'est si vous cherchez un mari ou une femme, t'as pas besoin d'en avoir 50 000. Peut-être quand tu as 18 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas essayer d'avoir énormément de conquêtes. Mais à partir d'un moment, en fait, c'est comme avec tes amis, tu as besoin d'avoir 200 000 amis. Tu connais bien ta famille, tu connais bien tes amis, tu connais bien tes positions, en fait, tu les gardes à long terme. Et c'est ça qu'en général, les Buffett, les Warren Buffett et autres, ils ont réussi à accumuler énormément de board, c'est d'être assez activiste dans ces positions et peut-être les trader potentiellement, mais d'avoir des convictions réelles et non pas juste acheter du Shiba parce que quelqu'un a dit acheter du Shiba. Tu achètes du Shiba parce que tu crois à la révolution d'armée de Shiba et que derrière leur roadmap, ils vont délivrer quelque chose et peut-être qu'Elon Musk va t'emmener à Mars dessus. Si c'est pour ces convictions-là, ça vaut le coup d'acheter du Shiba. Mais juste pour le bruit, en général, le bruit va faire que tu auras mal aux oreilles. Ouais. Merci pour l'anecdote. Du coup, une des leçons d'FTX, c'est d'avoir le proof of reserve. J'ai lu il n'y a pas longtemps sur le blog de Vitalik Buterin que donc il explique en fait le proof of reserve, c'est le proof of liabilities plus le proof of assets. Est-ce que vous allez mettre en place des choses comme ça pour justement, on va dire, avoir une transparence sur le fait que vous avez bien les fonds, que c'est sécurisé, etc. Ok, alors nous, en réaction immédiate donc, à ce qui s'est passé avec FTX, on a fait un article qui s'appelle In Swissborg We Trust. Ouais. Donc effectivement, ouais, ok, cool. Donc effectivement, pour vraiment donner en fait la picture à 360, donc comme tu dis, d'un côté, tu as besoin d'avoir, mais qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que j'ai, quoi. Et c'est quand ces deux valeurs matchent que tu sais que tu es en bon uniforme. Le qu'est-ce que je dois, ça, il y a un challenge technique à résoudre sur ça, un challenge à la fois de vélocité, d'information, etc. Mais nous aussi, on a un peu extendu ce principe en se disant, ok, c'est bien de montrer qu'est-ce que tu possèdes, mais en fait, l'échec d'FTX, c'est pas que du mismanagement, c'est aussi un organe de décision qui est non aligné avec les users, mais aussi qui est malsain, tu vois. Et donc, nous, on a publié directement c'est qui les shareholders de Swissborg, parce qu'à la fin, c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent des décisions. Et donc, ce qu'on a montré, c'est les gens qui choisissent chez Swissborg, c'est les gens qui travaillent au quotidien pour Swissborg et qui font du sweat. Et ça, c'est vachement important aussi parce que tu te retrouveras toujours sous le potentiel que tu sois contaminé si tu as un shareholder, enfin des gens qui décident, qui ne sont pas alignés avec les valeurs pour les utilisateurs. Et pourtant, les utilisateurs donnent énormément, quoi. Et c'est un peu le paradoxe qu'aussi la token economy essaie de résoudre, quoi, tu vois, d'une certaine façon. Donc pour nous, c'était vachement important aussi de replacer le dialogue à ce niveau, parce que pour nous, c'est critique. Après, pour revenir sur ta question, donc là, l'équipe tech travaille sur ça. C'est pas une solution parfaite. On voit Binance a sorti ça a été assez critiqué parce que malheureusement il y a des limitations. Il faut faire intervenir des acteurs externes qui eux-mêmes
scale pas à la fréquence de transactions de la blockchain. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se gagner sur le temps. Et ça ne sera pas parfait, personne ne sera en mesure de délivrer une solution parfaite maintenant. Donc voilà, il faut faire ça aussi. Je pense qu'il y a des pointeurs que tu peux regarder. Tu vois, par exemple, nous, chez Swissborg, on a montré qu'on avait 600 millions d'actifs. On a 700 000 utilisateurs. Tu prends Crypto.com, ils ont 3 milliards. Donc c'est à peu près 5 fois plus. Mais ils claiment avoir 80 fois plus d'utilisateurs. Donc tu peux te dire, tu vois, ça permet aussi de garder des ordres de grandeur et se dire, bon, bah, Swissborg est pas si, tu vois, est quand même en ligne, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il faut continuer sur l'audit, continuer sur la réglementation, à qui on est régulé, à comprendre en fait quel est le risque opérationnel, quelle est la cascade de risques IT, quels sont les wallets qui sont utilisés, quelle est la technologie utilisée par les wallets. Donc le proof of reserve, c'était vraiment quelque chose de sympa, de dire regardez, ben, j'ai une taille importante et je suis cool, mais réellement en soi, c'était pas assez. Je pense que les liabilities, c'est la première des couches, ce qu'il a dit Vitalik, il a raison. Mais après, c'est vraiment de comprendre, encore une fois, qu'est-ce qu'est la mission, quelle est la société, quelle société, qui les partenaires, les actionnaires. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés écrans dans lesquelles ils peuvent faire du trading? C'est quoi les activités derrière ces différentes sociétés? Et ainsi de suite, en fait. Et c'est là qu'on arrive à comprendre comment il est. Est-ce que les assets, en fait, par exemple, Coinbase, super boîte, et je pense vraiment, vraiment que du bien. Mais d'avoir et super régulé, super transparent, un IPO, un succès pour la crypto. Mais je ne sais pas encore si c'est le cas aujourd'hui, mais il y a encore hier, ils n'avaient pas les assets qui étaient ségrégés de chaque utilisateur. Et ça, pour nous, c'était clair et net dès le départ. On pensait qu'il n'y avait pas une autre façon de le faire. Donc nous, on a tout construit comme une blockchain, en identifiant des seed phrases. Et en fait, nous, on n'a même pas l'habilité de transférer vos fonds sans que vous le fassiez vous-même, en fait. Donc nous, on a toujours essayé d'être les bons élèves. Et ça paye forcément sur le long terme. Sur des moyens de court terme, parfois, bah, on dit ouais, mais les autres, ils font mieux ça ou ils font ça. Mais en fait, on se rend compte, c'est toujours pareil. On peut avoir la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe attaquante qui soit, qui marque 5000 buts. Si tu n'as pas de défenseur, si tu n'as pas de goal, bah, tu ne vas pas gagner le match. Et très souvent en crypto, on arrive toujours à mettre en avant tout ce qui met des buts. Et puis on se rend compte qu'à l'arrière, il n'y a personne en fait. Et c'est ça un peu le problème. Dernier point, puisque je sais que c'est le truc d'actualité, c'est aussi le fait qu'on ne fasse pas de dérivés. Si tu veux, je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais quand tu fais des dérivés, tu te donnes de la marge. Donc il y a tout, tu rajoutes un layer d'opacité, parce que tu sais pas, c'est impossible, il n'y a pas de process on-chain qui permette de démontrer mais qu'est-ce que je dois à tel trader qui a pris potentiellement un levier et qu'est-ce que les autres me doivent, quoi. Donc ça rajoute aussi une couche de complexité. Chez Swissborg, on ne fait pas de dérivés, donc ça rajoute un peu plus de lisibilité. Ok, très clair. Pour continuer un peu sur le FUD du moment, il y a eu des news là, sur le dernier jour sur Binance par rapport au fait que voilà, c'était peut-être pas aussi clean qu'on pensait, mais c'était des news apparemment, enfin selon CZ, qui dataient depuis 2018, qui avaient juste été ressortis. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est votre avis là-dessus? Ouais, bon, encore une fois, Binance, c'est vrai qu'ils sont de la même finalement promotion que nous, 2017. Ils ont un parcours qui est assez extraordinaire. Je pense encore une fois, ils étaient quand même moins agressifs que FTX, puisqu'ils avaient des parts de marché existantes. FTX est allé à l'assaut en fait, de ces parts de marché. Donc je pense que c'est un acteur clairement dominant. C'est un peu le Amazon de la crypto, donc ils ont des gros volumes. Ils sont, par la nature de leur business, tu vois, ils ont été moins actifs en DeFi, par exemple, que FTX était. Il y a un ensemble de choses qui sont faites où tu sens qu'ils sont un peu moins involved dans peut-être la prise de risque, parce qu'ils ont un business qui est plus mature. Donc, est-ce que Binance a fait ce qu'on appelle dans le monde de la startup du blitz scaling, c'est-à-dire j'ai atteint une masse critique et après je suis too big to fail et je regarde voilà, comment je peux être régulé, etc. Clairement, tu vois. Donc, je pense que leur plus gros challenge, c'est de savoir est-ce que j'ai la capacité finalement de cleaner tous les trade-offs, enfin, tous les compromis que j'ai fait dans le passé pour arriver là où j'en suis. Et donc, nous, on voit des super opportunités aussi au fur et à mesure que le marché mature, de se dire bah, peut-être que des acteurs Swissborg qui ont été plus niches à l'époque parce qu'on a fait des choix plus conservateurs, bah, peut-être que les gens vont voir la valeur et vont se déplacer. Maintenant, est-ce qu'ils ont menti sur leur compte comme FTX? Honnêtement, je pense pas. Maintenant, je peux me tromper. En toute honnêteté, ça m'a surpris quand même quand FTX a fait ça. Mais non, je pense que, nous, en tout cas, dans ce qu'on regarde, on suit pas mal parce qu'on est connecté quand même à Binance, donc on a de l'interdépendance. Pour l'instant, all good.
Ouais, je pense que du caractère de CZ, c'est clair que c'est un peu des champions du monde de la crypto. Donc, c'est difficile de croire que ouais, il va tout gambler comme une personne au casino. Donc, ça, on le sait. Est-ce qu'il a tout était propre chez Binance depuis le passé? Bah, il y a eu des trucs qui étaient un peu plus Far West. Et en même temps, en 2017, je veux dire, c'était un autre monde, comme tu le sais très bien. Donc, je pense que ce qui va être intéressant de voir, c'est avec la bataille avec FTX, ce qui va se passer avec le Binance US, avec BUSD, avec Paxos. Donc ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Ça, c'est clair qu'il va y avoir quelque chose. Et politiquement, on va voir comment ça va évoluer. Il y a clair une volonté américaine de dire qu'il y avait à la base Coinbase et FTX, qu'il y avait Binance qui est en Asie. Difficile de dire où Binance est aujourd'hui. Alors oui, CZ est d'origine chinoise, mais ça ne veut pas dire forcément c'est des Asiatiques qui sont tous derrière. Euh, Maintenant, on va voir que il va y avoir probablement une guerre de presse et ainsi de suite, j'imagine, sur Binance. Il va y avoir du FUD comme d'habitude. On en reçoit tous du FUD, hein. C'est le but de Twitter malheureusement aussi. Hein, c'est pas que d'envoyer des cœurs, c'est aussi d'envoyer du FUD. Et après, savoir si Binance va tomber, j'ai quand même du mal à croire que Binance va tomber. Ils sont quand même. Ils sont combien? 600 hier, ils ont? Ouais, voilà, là, ils ont perdu quelques 4 milliards, je crois, hier. Ouais, Donc ça va 600, vite, hein. ouais. C'est la beauté aussi de ce qu'on fait Ouais, en bien partie sûr, ouais. fintech, quoi. Ça va extrêmement vite. Donc c'est pour ça que ce qui est passionnant en crypto, c'est plus que n'importe quelle fintech, plus que n'importe quelle, on va dire, startup, c'est la capacité de devenir, d'avoir un contender qui devient un leader extrêmement rapide. On l'a vu avec FTX, on le verra avec d'autres acteurs. Nous, on espère qu'on va être les leaders européens. Vous vous rappelez quel était l'un des plus gros échanges 2017? Petite question pour vous deux. Poloniex. Ouais, bien joué. Donc Poloniex, ça n'existe plus, quoi. Et alors oui, ça existe, mais bref, il n'y a pas grand monde qui est sur Poloniex, quoi. Bitrex, voilà, pareil, hein, Bitrex, voilà, BitMEX, sur le dérivé. Donc, tu as vraiment un churn qui se fait énormément et puis on se rend compte très rapidement, en fait, les gens qui s'étaient, BitMEX, c'est un très bon exemple. Pas régulés, un peu Far West, ont essayé d'être régulés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pris des parts de marché? Non, ils ont perdu quasiment toute la part de marché. Donc, ce qui est très important de comprendre, et c'est là où le Swissborg, on est très fiers et on a, clair et net, on a beaucoup investi là-dedans, donc c'est sûr qu'on y croit. C'est tout ce qui est la régulation. Et la régulation, plein de personnes peuvent être contre la régulation, mais il ne faut surtout pas l'être, parce que si on est contre la régulation, on sera encore plus contre la crypto. Et il faut vraiment créer un dialogue continu. Nous, ce soit avec l'AMF, donc l'autorité de marché française, on a un dialogue continu. Et puis avec FTX, on a encore plus de relations avec eux. Ça soit les FIU en Estonie, donc le régulateur estonien, pareil, voire encore plus de relations avec eux. La FINMA en Suisse, c'est la même chose. Et tous les différents régulateurs, en fait, avec qui nous, on est régulés ou on est en train de devenir régulés, on a toujours un dialogue qui est constant et c'est toujours sur les sujets de KYC, donc connaître ses clients. Ensuite, c'est tout sur le LBA, donc le loi blanchiment d'argent, mais de plus en plus sur les opérations, sur la réserve et comment en fait on arrive à processer en fait toutes les transactions, comprendre tous nos différents layers. Et ça, c'est vraiment pour la protection des utilisateurs. On ne sait pas, le régulateur, il sera rarement contre les investisseurs, contre les utilisateurs. Il sera là pour, en général, animer en fait une place de marché, qu'elle soit compétitive et de ce fait-là, qu'elle soit bonne aussi pour l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose que Coinbase a bien fait. Et on va voir si les autres vont bien réussir, en tout cas sur la place européenne, avec tout ce qui se passe avec Mika et ainsi de suite. Nous, on est très bullish là-dessus et puis on va tout faire pour que on soit les bons élèves pour forcément gagner des parts de marché et puis offrir ça à toute l'Europe. Ouais. Du coup, donc tu parles d'Europe, et j'ai une question de Lamine Colli, donc une question d'une personne de ma communauté, qui demande pourquoi Swissborg ne fonctionne pas au Sénégal. Et donc la question, c'est plus largement, voilà, où est-ce que vous voulez vous placer? Vous parlez d'Europe, quels sont les pays précisément? Est-ce que vous voulez sortir d'Europe? Enfin, quelle est votre vision dans les prochaines années? Donc, Lamine ouais, c'est ça. Mille excuses, Lamine. Moi, je suis d'origine iranienne, suisse, et on n'est pas en Iran non plus. Et est-ce que c'est notre but à Swissborg à un moment d'arriver en Iran ou au Sénégal et puis plein d'autres pays émergents? C'est clair.
La crypto en Suisse, c'est génial, hein. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour vivre? Non, on n'en a pas besoin. Nos banques, personne ne peut nous prendre l'argent sur nos banques, ni l'État, ni personne, hein. C'est impossible en Suisse. On peut échanger, envoyer des sommes assez importantes à n'importe quelle personne en Suisse sans avoir un contrôle direct. Donc on a vraiment en fait réussi au niveau de la fintech d'avoir des lois qui amènent à avoir une bonne expérience de crypto. Tout ce qui est pays émergent, en revanche, on le sait très bien qu'on en a énormément besoin. Et encore plus demain, avec la monétisation de data, les social media, tout ça, on sait que le cœur de l'argent, le pétrole ou l'or d'aujourd'hui, c'est la data. La Web3, elle va se dévoiler énormément, ça va créer beaucoup d'utilisateurs qui vont s'enrichir et surtout des pays émergents qui auront la possibilité de faire ces différentes applications. Donc est-ce qu'on a envie d'aller là-bas? Oui, c'est certain. Est-ce que ça ferait sens point de vue économique? C'est certain. Après, on est quand même une petite société, on est 250 aujourd'hui. En Europe, c'est très facile d'emmener des Européens sur la plateforme qu'on est régulé. Dès que c'est un pays qui est non européen, c'est complètement différent l'approche. Donc à terme, on va avoir des licences en dehors d'Europe. Et quand on aura ces licences en dehors d'Europe, on aura peut-être plus de possibilités d'avoir plus d'opérations et puis en effet grandir dans les pays émergents qu'on espère. Ouais. Et moi, pour sortir un peu, pour compléter la réponse, aussi une des grandes ambitions qu'on a et où on se distingue peut-être des autres, c'est on n'a pas forcément envie de devenir ce gros écosystème qui fait du custody, qui fait du remittance payment, etc. Ce qu'on essaie de faire, c'est de aussi un peu, on dit un peu Swissborg et écrit un peu je n'ai pas envie de dire la Bible, mais tu vois, on a écrit certaines valeurs. Et ensuite, on essaie de les infuser dans des écosystèmes qu'on pousse. Donc ça, c'est une bonne introduction sur notre Launchpad qu'on lance aujourd'hui, en fait. C'est la première fois qu'on hoste une opportunité qui est notre propre stock sur le Launchpad, mais on va en parler. Et une des vocations du Launchpad, c'est de dire on peut financer des écosystèmes qu'on va aussi peut-être accompagner et qui vont avoir le but d'apporter à la crypto, d'ouvrir des nouveaux marchés. Et ils porteront le nom Borg quelque chose, mais ils seront aussi indépendants. On a Sénégal Borg, par exemple. Et on a un bon exemple qui s'appelle Xborg. Donc là, on est dans ce coworking space qui est Pirates Labs, voilà. Et j'ai remarqué à l'entrée, il y a une équipe d'e-sport qui est ici aussi. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec Xborg, c'est-à-dire c'est une société qui est complètement indépendante, mais qui est rattachée à Swissborg, donc on a incubé, si tu veux, d'une certaine façon. Et donc on revisite toute l'expérience gaming, mais dans une approche Web3. Donc on se dit comment on va aborder toute la partie gaming, puisqu'on croit beaucoup que c'est la prochaine vague d'adoption va venir aussi bien des social media que du gaming. Enfin, on va apporter de la crypto au-delà des spéculations. Et donc ça nous permet en fait de garder... de continuer à pousser la crypto, c'est un peu aussi notre devoir en tant qu'écosystème, mais pas nécessairement de capturer tout ça. Donc, on n'est pas forcément aujourd'hui en mesure de prédire exactement qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, on a cette volonté de faciliter des écosystèmes qui vont ouvrir des nouveaux marchés. Et c'est clair que l'Afrique, enfin des pays émergents, comme tu disais, les use cases pour la crypto, elles sont monstrueux. Et demain, on est super rapide de permettre à ces use cases d'avoir vie, de trouver un truc. Voilà. Ok, super. Il nous reste que quelques minutes. Peut-être une question rapide chacun. Anthony, quelle est ta blockchain préférée? Ça, c'est super tricky. Donc, moi, je suis quand même super fan d'Ethereum, donc je vais garder ça de côté. Mais sinon, il y a une chaîne que j'apprécie beaucoup pour le message, c'est Celo. D'accord. C-E-L-O. Je kiffe parce qu'ils ont un vrai message, un vrai positioning, c'est encore petit. Donc c'est une bonne opportunité d'investissement potentiellement. Mais je pense qu'ils vont aller loin parce qu'ils ont un drive et une direction. Et c'est vrai que j'aime pas spécialement les projets qui disent on fait tout. Eux, ils ont vraiment, on parlait de pays émergents, ils ont vraiment cette approche. Et j'aime bien, quoi. C'est invest for good. Et j'aime bien ça. Okay. Peut-être je te pose une autre question. Ouais, j'aurais répondu la même chose. Ok, intéressant. C'est pas un conseil d'investissement, je rappelle. Et du coup, pour toi, Cyrus, quelle est ta collection de NFT préférée? Donc moi, j'ai pas mal d'NFT que j'ai gagné sur Engine en 2018-2019 qui n'ont aucune valeur en termes d'Ether, mais qui ont une valeur psychologique. Donc j'ai jamais réussi malheureusement à vraiment comprendre tout
Ouais, toutes les collections qu'ils ont fait des 10x, 1000x, 100x, des bordels, et ainsi de suite. Je n'ai vraiment jamais vraiment compris où est-ce qu'on allait en fait. Et Xborg NFT. mais voilà, la différence, c'est que comme Anthony vient de dire, nous, on pense que l'adoption de masse va pas venir du DeFi. DeFi, c'est pas intéressant, faut dire ce qu'il est, quoi. Je veux dire, faire juste du swapper, faire du yield farming, ça intéresse personne. Ça intéresse les personnes qui en ont vraiment besoin ou les gens qui ont vraiment la passion de la finance. Mais ça, c'est 0,01% de la planète. Non, 9% de la planète, en revanche, aiment le social media, aiment les jeux vidéo, aiment monétiser leur data de façon automatisée, finalement. Et donc, yield farmer par rapport au fait ce que tu aimes sur ta passion. Et je pense que le Xborg, pourquoi j'ai participé à ce drop, parce que j'ai vu évoluer l'équipe, j'étais passionné dès le départ. Mais surtout, ce que je vois, en fait, c'est toujours pareil. C'est chez l'entrepreneur, c'est les gens qui vivent pour une passion. Et c'est cette passion qui est riche d'expérience qui les enrichit, en fait. Mais c'est jamais ils veulent devenir riches par rapport au fait qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ça marche pas. Et Xborg, autant Cross of the Ages, c'est un peu la même chose. C'est que les gens ont une passion, Xborg, une passion du gaming. On se rend compte que les gens qui jouent aux jeux vidéo gagnent à quasiment rien. Moins de 1% des joueurs aujourd'hui gagnent de l'argent en fait en jouant aux jeux vidéo, sachant qu'à quelqu'un qui joue au football, il gagne 50% des revenus. Donc tu sais qu'il va juste avoir un changement drastique, et grâce aux NFT, ça peut commencer à se faire de plus en plus facile, et la tokenisation d'e-sport, et ainsi de suite. Donc c'est clair que Xborg, moi je suis super fan, et je sais que dans 5 ans, ça va être un des plus gros projets qui existent dans le gaming. Cross of the Ages, c'est un peu la même chose. Comme vous le savez, probablement d'autres personnes ça. Swissborg Ventures a investi dedans. On a investi parce que Samy, le fondateur, est incroyable. C'est une personne qui était un des premiers gars des cartes magiques et il a réussi à sa passion de 20 ans à la transmettre et la digitaliser avec les meilleurs designers du monde. Leur jeu est génial, tout le monde joue en ce moment, même dans un bear market, ce qui est génial. Donc il y a vraiment je fais quelque chose parce que je suis passionné et non pas parce que je l'achète 10 balles et je veux le vendre 1000 balles. Ça c'est bien, hein, mais comme j'ai toujours, l'investissement, ça c'est les 3 P qu'il faut avoir. Il faut investir pour faire du profit, sinon tu réussis pas ton truc. Deuxièmement, tu dois comprendre ce qu'est le produit derrière. Et si tu veux vraiment utiliser le produit, comme je t'ai dit, à la base, j'avais acheté des bitcoins, je m'en foutais. Après, je l'ai envoyé à mon père en Iran. Je me suis dit, c'est super cool quand même. Mon père, il peut recevoir en Iran des bitcoins. Et troisième, tu restes pour la philosophie, en fait. C'est là où tu dis, ah maintenant, le bitcoin, ah ouais, j'ai été... 1000 $, il est descendu à 200 $, il est monté à 20 000 $, il est redescendu à 4 000 $. Si tu as la philosophie derrière, en fait, tu as investi pour ça, en fait, quand tu le vois descendre de 20 000 à 4 000 ou de 68 000 à 17 000, est-ce que ça te fait mal au portefeuille? Oui. Est-ce que ça te fait mal au cœur? Probablement pas autant, en fait. Et c'est grâce à ça que tu vas être intelligent et tu vas probablement réussir à avoir une expérience d'investissement qui est nettement meilleure que de juste dire « Ah mais il faut que je fasse du profit parce que c'est que ça que je recherche, en fait. » Et c'est ça les 3 P que je recommande à tout le monde. Et donc ma toute dernière question pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire à quoi va ressembler Swissborg en 2025? Votre vision pour les, on va dire, voilà, les 3 prochaines années. Cool. Tu veux que je fasse moi? Bref, ça plaisir, tu mélanges pas, tu parles. Ouais. Ok, donc tu veux que je parle du launchpad? Ok. Alors, à quoi va ressembler Swissborg dans 2025 ou dans 5 ans, tu m'as dit? 2025. 2025, ok. Écoute, Swissborg, avant tout, est le produit de sa communauté. Tu vois, souvent on dit les personnes sont le produit de leur environnement et nous, on croit ça à fond. Donc, on voit finalement on n'a pas, comme disait Cyrus, on n'est pas le plus gros des écosystèmes. On a 700 000 utilisateurs vérifiés, ce qui est quand même pas mal, mais on ne joue pas encore dans la cour des grands. Mais néanmoins, quand tu regardes le nombre de gens qui s'engagent avec nous au quotidien, donc qui sont actifs, c'est quand même assez grand quand je regarde les compétiteurs, puisqu'on a des benchmarks qui sont mesurés. Donc on a jusqu'à 10%, 15% de personnes qui s'engagent au quotidien avec nous, c'est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à les engager sur la philosophie, c'est-à-dire le message derrière. Et comme le rappelait Cyrus, c'est aussi une des clés de réussir en tant qu'investisseur. C'est quand tu regardes le graphe, il dit une vérité relativement binaire qui peut faire peur. Par contre, quand tu t'accroches à l'histoire et la vision qui est cultivée,
bah, c'est plus doux en fait. Et ça permet aussi de gagner en conviction dans des marchés qui te testent. Et en tant qu'individu, tu es tout le temps testé dans tes relations, dans tes investissements, tout la même chose, quoi. Tu es à l'école, tu vois, et si tu fais juste les choses pour avoir le diplôme, bah, tu vas être testé et potentiellement tu vas vouloir craquer. Si tu vois ce que ça va t'ouvrir, le diplôme, bah, dans les moments durs, tu es là. Et donc, du coup, nous, on essaie vraiment de continuer à transmettre ce message et de permettre, en fait, c'est ça un peu le paradoxe de l'application Swissborg, c'est super facile d'utilisation, mais au final, je sens que les gens qui mesurent vraiment la valeur, c'est les gens qui sont pris des claques. Typiquement, tu as perdu de l'oseille sur FTX ou des choses comme ça. Tu te dis, c'est pas si nul, Swissborg, tu vois, parce que les gars innovent, ils donnent vraiment, et en plus de ça, tu vois, ils sont là vraiment pour la philosophie. Et donc je vois Swissborg voilà, être à 5 millions d'utilisateurs, majoritairement en Europe. Je pense qu'un des grands parties de ce qu'on veut pousser aussi, c'est donc on a lancé le Launchpad, comme on le disait, on lance aujourd'hui en fait avec notre propre stocks. Donc on a un peu aussi le seul écosystème qui va permettre, on n'a jamais ouvert le capital à personne, et on le fait avec la communauté. Encore une fois, on sera les premiers à dire c'est la communauté first, donc on fait rentrer sur un deal qui est typiquement réservé aux elite investors, donc les gros VC, etc. Et on donne ça directement à la communauté. Donc on aura vraiment créé cette symbiose et on aura fait d'autres launchpads et on aura inspiré d'autres écosystèmes à faire la même chose. Et vraiment à donner l'accès en premier à leurs utilisateurs, aux gens qui leur donnent non seulement du love, qui s'appelle aujourd'hui de la data, mais qui leur donnent beaucoup d'insights et vraiment amener une nouvelle génération d'entrepreneurs à créer en fait un contre-pouvoir au cycle financier. Parce qu'en crypto, on est encore échoué un tout petit peu sur cette partie-là. Encore une fois, la faillite d'FTX, c'est la faillite aussi du monde financier traditionnel avec ces gros VC qui donnent un peu une fausse idée de la sécurité. Et tu dis, il y a A16Z ou Galaxy Digital qui a investi, donc je peux trust blindly, et c'est pas vrai. En fait, ils sont super greedy, ils utilisent très peu le produit, donc ils comprennent pas. Donc nous, avec notre Launchpad, on crée un contre-pouvoir et on inspire des entrepreneurs à dire, en fait, j'ai pas besoin de A16Z parce qu'ils comprendront jamais ce que je fais. Mais par contre, je peux me financer auprès d'une communauté qui non seulement va m'apporter de l'argent, mais aussi un soutien, de la data, et va utiliser mon produit, et qu'on peut vraiment étendre notre écosystème et notre philosophie. Là, on sera vraiment dans une position où on aura dit « We did a good job ». Et c'est ça le dream de 2025. Okay. Parfait. Super. Bah, c'est la fin de cet échange. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de... Question pour toi. Vas-y. Attends, prends le micro. Question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la crypto? Le côté financier, le côté produit ou le côté philosophique? Alors pour moi, je dirais peut-être plutôt les changements sociétaux qui vont arriver avec ça en fait. Mm-hmm. Par exemple, moi je sais que dans le cas des NFT, avec le gaming, moi par exemple j'ai joué à League of Legends, je sais pas si vous connaissez, mais du coup tu peux acheter des skins, et après en fait tu te dis mais ça coûte une blinde, et en fait voilà j'ai mon skin mais je peux rien en faire et tout. Et donc moi c'est un peu un rêve de me dire ce skin que tu achètes, qui peut être interopérable avec d'autres jeux, et justement de monétiser beaucoup plus le gaming, etc. Et je me dis, waouh, en fait, il y a des vraies applications qui peuvent révolutionner des secteurs. Donc ça, c'est une des choses. Après, bien sûr, la philosophie de Bitcoin, c'est vrai que j'adore aussi. Moi, j'aimerais quand mon banquier me dit... des fois, tu peux pas faire des virements, des trucs comme ça, tu as dépassé une limite, tout à fait. Je suis en mode, mais c'est pas possible, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Là, il faut 48 heures pour débloquer le truc et tout. Je me dis, mais waouh. Donc ouais, c'est aussi un peu le côté de plus être propriétaire de son argent, que ce soit permissionless, etc. Donc, il y a plein de choses qui me plaisent. Donc, je dirais plutôt produit et philosophie. Super, voilà. Cool, merci. Bravo. Donc, Top. Cool. Bah, merci beaucoup. C'est la première fois que quelqu'un me pose une question, donc ça me fait plaisir aussi. Donc, voilà. Merci, c'était cool. Merci à toi. Cool. C'est la fin de l'interview. Si vous avez été convaincu par les 2 cofondateurs de Swissborg et que vous n'avez pas encore testé l'application, alors en cliquant sur mon lien d'affiliation et en déposant au moins 50 €, vous allez pouvoir gagner entre 1 et 100 € en bonus. Et souvent, c'est entre 5 et 10 €. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle était assez longue et je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt.